Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi, mes amis. Alors, un petit rappel sur ce que fait Second Souffle. Nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond. Que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME, en activité ou ayant perdu votre entreprise, nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà. Et puis un petit rappel aussi, si vous voulez profiter ou témoigner de vos encouragements pour que nous puissions continuer à œuvrer pour le bien des entrepreneurs en difficulté, n'hésitez pas si vous le souhaitez à participer financièrement à nos actions. Quand vous arrivez sur la page du site Second Souffle, vous avez 3 boutons en bas, dont un qui est un bouton violet. Il s'appelle « Je veux vous soutenir ». Voilà, je vous le mets en avant. Et vous remplissez un petit formulaire et c'est entièrement sécurisé et tous vos dons seront, vous avez un crédit, 60% de réduction d'impôt, de déduction d'impôt de crédit d'impôt si vous êtes une entreprise et 66% si vous êtes un particulier. Voilà. Le sujet, avant d'apporter le sujet, un petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas la plateforme de ce webinaire. Donc vous avez sur la partie droite le chat et les questions. Le chat pour discuter entre nous. Et les questions, c'est pour poser vos questions. Mettez-les bien ici parce que, vous savez, le chat, ça s'empile. Et les questions vont être diluées dans tous les messages. Donc, c'est pour ça qu'il y a un endroit spécifique qui s'appelle questions. Et donc, posez bien vos questions à cet endroit. Vous avez des petits problèmes techniques de son, de vidéo, vous avez une petite aide en bas à gauche. Et puis, si vous voulez passer en plein écran également, vous avez un icône en bas au milieu. Et puis, c'est également si vous voulez réagir avec des émoticônes comme ceci qui apparaît en bas, qui s'anime en bas de votre écran. Voilà. Donc, le sujet du jour, les URSSAF, comment l'URSSAF peut vous accompagner et vous accompagne déjà face à la crise. Donc, c'est avec un immense plaisir que j'accueille la belle équipe, une des équipes de l'URSSAF d'Aquitaine, et entre autres, monsieur Henri Lourde j'ai perdu Rocheblave. Rocheblave, oui. Bonjour Henri, bonjour Marie-Céline et bonjour Delphine. Bonjour à tous. Bonjour à tous également. Donc Henri, je vous laisse continuer. Alors, en effet, je vous remercie, Second Souffle de nous avoir invités à ce webinaire, puisque l'idée aujourd'hui, c'est vraiment, d'une part, de vous rappeler quand même rapidement à quoi sert l'URSSAF, puisque l'URSSAF, c'est un organisme de sécurité sociale qui recouvre tous les jours des cotisations auprès des entreprises, vous connaissez bien, des travailleurs indépendants, mais aussi des collectivités publiques, et qui les reverse immédiatement, donc le jour même, à des organismes sociaux, et ça permet de payer des prestations pour tous les Français, d'assurance maladie, d'allocation familiale, de retraite, d'allocation chômage, et également donc, pour les salariés, pour les travailleurs indépendants. Et ces sommes, elles servent aussi à financer tout le système de santé. Évidemment, vous en doutez de l'importance en ce moment du système de santé, donc financer les hôpitaux, les cliniques, la médecine de ville, et aussi les vaccins, les tests, et là c'est en ce moment. Alors, comment l'URSSAF accompagne les entreprises pendant cette crise et comment elle va continuer à le faire? Je crois que c'est important et c'est des éléments qu'on veut vous apporter aujourd'hui. Pendant toute la crise, les prestations que j'évoquais ont continué à être réglées. Les hôpitaux ont continué à recevoir leur financement. Ça paraît évident à tout le monde et pourtant, ça ne l'est pas. Ça nécessite en effet une action permanente des URSSAF pour d'un côté, donc éviter cette rupture de service, donc financer la protection sociale. Donc d'un côté, on va relancer les entreprises qui ne sont pas dans les secteurs en difficulté, on va relancer les grandes entreprises qui ont eu par ailleurs des PGE pour qu'elles puissent continuer à financer la protection sociale. Et par ailleurs, on a une action vis-à-vis des petites entreprises et des travailleurs indépendants qui, eux, sont en difficulté en lien direct avec la crise. Et là, on leur a proposé un certain nombre de mesures spéciales. Donc, ces mesures, elles ont démarré dès le mois de mars 2020, donc tout début de la crise, où on a proposé des reports de cotisations, on a fait des non-prélèvements de cotisations pour les travailleurs indépendants. Ensuite, on a mis en place des exonérations, des aides au paiement. On a mis aussi en place des aides d'urgence avec le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Donc, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on a appelé le quoi qu'il en coûte, et qui a été mis en place dès le mois de mars 2020 et jusqu'en septembre 2021. Alors, en septembre 2021, on a un peu changé de forme. On a parlé maintenant de recouvrement adapté et on a mis en place donc des propositions de délais longue durée pour venir en effet collecter ces sommes qui avaient été reportées ou non prélevées. Et ça, c'est important. Donc, c'est Delphine Martin-Barjonnet, qui est la responsable du recouvrement de l'URSSAF Aquitaine, qui va vous en parler, et notamment aussi un petit peu des exonérations qui sont de nouveau en préparation sur la partie de cette dernière vague de crise. Ensuite, on a mis en place une nouvelle offre de service pour les travailleurs indépendants spécifiquement, qui s'appelle HELP, donc le mot anglais qui veut dire aide évidemment, et qui est en collaboration avec nos collègues des caisses d'allocation familiale, des caisses de retraite, des caisses d'assurance maladie, mettre en place donc une action coordonnée pour aider les travailleurs indépendants les plus en difficulté. Et là, c'est Marie-Céline Totti, donc directrice régionale du recouvrement des travailleurs indépendants de l'URSSAF Aquitaine, qui vous présentera cette offre. Voilà les éléments que je voulais présenter au démarrage. Et je pense qu'on peut continuer avec Delphine Martin-Barjonnet qui a l'air prête. Très bien. Merci Henri. Delphine, est-ce que je partage dès maintenant les slides? Allez, on peut y aller. Merci William. J'attends que ça s'affiche, ça sera plus facile. Il vous faut une accroche visuelle. Alors, on peut passer cette période, cette slide d'introduction, s'il vous plaît, là aussi. Et on va s'attarder encore la suivante. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, on ne bouge plus. Donc, l'objectif de mon intervention est de vous expliquer effectivement la façon dont on a procédé, dont l'URSSAF procède. Alors, toutes les URSSAF, nous, on parle au nom de l'URSSAF Aquitaine, mais évidemment, toutes les URSSAF se sont concertées et avancent de concert dans l'accompagnement de cette crise. Donc, ce que je vous dis est valable aussi pour les URSSAF dont vous dépendez, parce que je ne suis pas sûre que vous dépendiez de l'URSSAF Aquitaine. Donc, l'objectif de mon intervention est de vous expliquer la façon dont les URSSAF ont procédé pour proposer ces fameux échéanciers de paiement pendant toute cette période de crise et d'une certaine manière aussi vous éclairer sur les différentes cas de figure auxquels vous pouvez correspondre et vous indiquer le cas échéant la marche à suivre par rapport à l'URSSAF. Effectivement, la méthode qui a été employée depuis le début de la crise est une méthode qui s'est voulue à la fois simple, souple et bienveillante pour les cotisants. Simple parce que c'est l'URSSAF qui a pris l'initiative et qui continue à prendre l'initiative de revenir vers vous. Souple parce qu'on essaie de s'adapter le plus possible à votre réalité, à la situation de l'entreprise et on donne aussi la possibilité de renégocier les échéanciers qu'on envoie. Et bienveillant parce qu'on n'applique pas de majoration de retard au plan qu'on va proposer. Alors, je détaille maintenant ces trois éléments, si vous le voulez bien, en quelques mots. Simple, ça veut dire que vous n'avez rien à faire. On ne bouge toujours pas, William. Simple, ça veut dire que vous n'avez strictement rien à faire pour le moment. C'est quand même nouveau parce que jusqu'à présent, vous disiez toujours avec l'URSSAF qu'il faut avoir une attitude proactive. Il faut se manifester dès qu'on a une difficulté auprès de l'URSSAF pour proposer un plan. Et c'était à votre initiative jusqu'à présent que reposait cette proposition de plan. Là, c'est l'URSSAF qui prend la main sur le calcul du plan, qui va concerner toutes les dettes dont vous êtes redevable, qu'elles soient des dettes avant ou après la crise, qui va vous proposer un délai parfois qui inclut aussi un délai antérieur, un délai qui globalise l'ensemble des dettes dont je viens de parler. Et c'est l'URSSAF qui prend l'initiative de vous envoyer la proposition. Alors, comment est-ce qu'elle vous a envoyé la proposition ou comment est-ce qu'elle vous l'enverra si vous n'avez pas reçu le plan? La plupart du temps, on envoie les communications via les espaces en ligne. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous préconise de toujours créer un espace cotisant en ligne pour bien recevoir les messages de vos URSSAF. Mais à défaut d'avoir un espace cotisant en ligne, vous allez recevoir ou vous avez reçu un courrier. Alors, je vous ai dit simple parce que vous n'avez rien à faire. Souple maintenant parce qu'on essaye de s'adapter. Excusez-moi, Delphine. Oui, pardon. Un courrier postal ou un courrier électronique? Alors, courrier électronique par le biais des dossiers cotisants en ligne, c'est l'équivalent d'un courrier électronique que vous allez recevoir dans votre boîte, dans votre dossier cotisant en ligne. Courrier postal si vous n'avez pas créé votre compte. D'accord. Alors, simple parce que vous n'avez rien à faire. Souple parce qu'on essaie de s'adapter à la situation de chaque entreprise. Souple déjà parce que du coup, on essaye de moduler la durée des plans en fonction du montant de la dette. Vous pouvez appartenir à deux catégories de cotisants, où vous êtes employeur de personnel ou travailleur indépendant. Il faut savoir que pour les employeurs de personnel, les plans qui ont été, les propositions de plans qui ont été formulées sont des plans qui ont pris en compte à la fois le montant global de la dette, mais aussi le nombre d'échéances impayées. Et les propositions qui ont été formulées, elles peuvent aller
de 1 à 36 mois dans les cas un peu exceptionnels. Mais c'est déjà beaucoup, 36 mois, vous en convenez, hein, pour régler une dette URSSAF. Côté travailleur indépendant, on a fait à peu près la même chose. Hein. On est parti du montant de la dette et en fonction de cette dette, on a modulé nos propositions dans des plans qui peuvent aller de 6 à 24 mois, jusqu'à 36 mois, là encore dans des cas très exceptionnels. Je vous l'ai dit, souple aussi parce qu'on vous donne la possibilité de renégocier ce plan. Ça veut dire que dès que vous avez reçu le plan et dans le mois qui suit, vous pouvez vous manifester auprès de l'URSSAF pour demander de renégocier le plan. Alors, on n'est pas non plus très intégriste hein, sur le respect de ce délai. Si vous vous manifestez postérieurement à ce délai d'un mois, on sera toujours arrangeant, on essaiera de trouver une solution avec vous pour renégocier ce délai. Pour autant, c'est la durée officielle qui avait été affichée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez renégocier quand vous revenez vers nous? Vous pouvez renégocier la durée du plan. Et d'ailleurs, vous avez tout un tas d'outils qui sont embarqués sur les sites Internet, notamment des simulateurs qui vous permettent de simuler les échéances d'un plan quand vous renégociez. Donc, vous pouvez renégocier la durée du plan. Vous pouvez aussi négocier avec nous le décalage des premières échéances du plan, jusqu'à 3 mois suivant la première échéance qui a été proposée dans le plan. On peut aussi jouer sur le montant des échéances à la baisse ou à la hausse. D'ailleurs, hein, si vous souhaitez que ça soit plus élevé, on peut aussi le renégocier à la hausse. Et on peut changer aussi les modalités de paiement qui sont attachées à ce plan. Par exemple, passer du télépaiement au prélèvement automatique. Alors, comment est-ce qu'on renégocie un échéancier avec l'URSSAF ? Via le site ursaf.fr. Là encore, vous avez la possibilité, vous êtes guidé dans vos formalités hein, pour aller formuler votre demande de renégociation. Mais vraiment, le mode de communication privilégié, c'est via votre compte en ligne. Alors évidemment, si vous appelez votre URSSAF, vous avez aussi des correspondants des URSSAF qui répondent et qui peuvent prendre en compte votre demande par téléphone et créer votre demande de renégociation à destination des services internes. Mais c'est quand même beaucoup plus confortable de passer par votre compte en ligne. Alors, je vous ai dit simple, souple et bienveillant. Bienveillant parce que attaché à ces plans, il n'y aura pas de majoration de retard ni pénalité pour les dettes Covid, les dettes de cette période un peu singulière. Là encore, c'est une nouveauté parce qu'en principe, l'URSSAF n'a pas le choix. Dès lors qu'il y a un retard de paiement, on applique des majorations de retard. Là, dans le contexte de crise sanitaire, il n'y aura pas de majoration de retard. En fait, elles seront remises automatiquement à l'issue du plan. Alors, sous réserve, bien sûr, que vous respectiez le plan qui vous a été envoyé. Alors, où en sommes-nous de l'envoi de tous ces plans? On a travaillé dès le début de l'année 2020 sur le ciblage des différentes typologies de situations et à partir d'octobre 2020, on a commencé à envoyer des plans aux employeurs de personnel. Pour les travailleurs indépendants, on a démarré un petit peu plus tard, en juin 2021. Et à ce stade, nous sommes à peu près à 12 vagues successives d'envoi de plans. Enfin, c'est là où on en était effectivement il y a un mois. Pour vous donner un ordre d'idée, mais ça ne parle qu'à l'URSSAF Aquitaine, mais ça vous donne quand même une idée des volumes. On avait envoyé en janvier, et là je parle sous le contrôle de ma direction, 59 000 plans côté travailleurs indépendants, d'après ce que je sais. Et côté employeur, on avait envoyé presque 23 000 plans en janvier. Uniquement en Aquitaine? En Aquitaine, oui, ça ne concerne que les chiffres Aquitaine. Donc ça vous donne une idée quand même des volumes de plans qui ont été envoyés à l'échelle nationale. Alors là, le travail il commence à être bien avancé. On est même quasiment en cours de finalisation sur les deux régimes, hein, employeurs et travailleurs indépendants. On travaille actuellement à des vagues de rattrapage, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas reçu de plan, vous faites partie certainement des comptes qui n'ont pas été encore ciblés, qui le seront demain. Alors, je vais détailler dans un deuxième temps 3 situations que vous pouvez rencontrer pour vous indiquer à peu près la marche à suivre en fonction de la situation. Parce qu'effectivement, si je les résume, soit vous avez reçu votre plan et tout va bien, vous pouvez l'honorer, et là, j'en parle même pas puisque tout va bien, les prélèvements se font automatiquement et vous ne rencontrez pas de difficultés particulières. Mais vous pouvez vous trouver dans 3 autres situations. Soit vous n'avez pas reçu votre plan, soit vous avez reçu un plan, vous avez bien reçu un plan, mais vous aviez aussi des dettes vis-à-vis de l'URSSAF qui étaient gérées par un huissier. Et là, je vais vous expliquer la marche à suivre. Ou troisième situation, la situation la plus délicate, vous avez reçu un plan, mais vous êtes dans l'incapacité d'honorer les échéances. Alors là, on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Je voulais juste appuyer sur un point essentiel que vous avez dit, Delphine. Parce que nous, chez Second Souffle, on a l'habitude d'accueillir nos bénéficiaires. Ce sont des entrepreneurs qui sont en difficulté ou qui ont malheureusement passé le cap du tribunal. Et dans tous les cas, la situation commune, c'est que quand on est en difficulté, souvent l'entrepreneur se cache
et va jusqu'à ne plus ouvrir son courrier postal. Donc c'est très important, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai bien posé la question si on recevait un courrier postal quand même. Donc pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans ce cas-là ou si vous connaissez des gens dans ce cas-là, sachez qu'à l'URSSAF, ils ne mordent pas, ils sont bienveillants, et ils sont là pour vous accueillir et pour vous aider, vous accompagner pour régler ces difficultés. Donc si vous avez déjà un compte URSSAF, allez-y sur le site internet, et sinon contactez votre caisse la plus proche. C'est très important ce que vous dites et je pense vraiment qu'il faut encourager chacun à créer un compte, un espace cotisant en ligne et à être très proactif sur cet espace cotisant. Vous recevez beaucoup d'informations, notamment l'état de votre compte. Vous avez des explications. Le site ursaf.fr est aussi très, très ergonomique, donc il vous permet d'avoir accès à des outils embarqués. Il y a aussi certaines démarches qu'on ne fait que par le biais de l'espace cotisant en ligne, donc c'est très important de le créer. Me semble-t-il, c'est la première des choses à faire. Et vous avez raison, il ne faut pas avoir peur de l'URSSAF. Je crois qu'on en fait la démonstration aujourd'hui. On est aussi intimement persuadé que notre mission consiste à accompagner les entreprises. On essaie de le faire du mieux qu'on peut et on accompagne les entreprises d'autant mieux qu'on est finalement informé très en amont de l'apparition des difficultés, de la situation de l'entreprise. Plus la situation de l'entreprise se dégrade, plus il est difficile pour nous d'accompagner la situation. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de nous et consultez vos messages. Alors je vois que dans les questions, il y a une question de Jean-Pascal. Si vous le voulez bien, on l'abordera dans la troisième situation parce qu'il me pose la question de la difficulté de trésorerie pour payer les mensualités du plan et c'est la troisième situation que je voudrais aborder. On évacue la première situation 1, s'il vous plaît. Alors, si vous n'avez pas reçu de plan aujourd'hui, à mon avis, la plupart d'entre vous auront reçu un plan, une proposition de plan à ce stade parce que, comme je vous l'ai dit, on est en train de quasiment finaliser les envois de plans. Donc, si vous n'avez rien reçu, ne vous inquiétez pas, vous l'avez bien compris dans mon propos. C'est nous qui allons revenir vers pardon. On est en train de balayer tous les comptes et on essaye de s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que chacun reçoive bien une proposition de plan. Mais surtout, vérifiez bien aussi votre messagerie. Soyez à l'affût de l'information émanant de l'URSSAF. On peut passer à la situation 2. Et votre boîte aux lettres. Et la boîte aux lettres. Alors là, c'est une situation un peu singulière. Alors je pense et j'espère que la majorité d'entre vous ne la rencontre pas, mais ça peut se produire aussi. C'est la situation de quelqu'un qui aurait accumulé des dettes pendant la crise, mais qui aurait aussi eu des dettes antérieurement à la crise et dont le recouvrement a été confié à un huissier. Alors, il faut savoir que même si une partie du recouvrement a été confiée à l'huissier, vous avez quand même la possibilité de nous demander une renégociation et l'intégration dans le délai qu'on vous a envoyé des dettes qui sont gérées par l'huissier. Dans ce cas de figure, vous n'aurez rien à faire là non plus auprès de l'huissier. C'est nous qui allons prendre la main. On va examiner votre demande, bien évidemment. Et si l'URSSAF donne un accord pour l'intégration des sommes dans le délai, c'est aussi l'URSSAF qui prendra à tâche de l'huissier, qui lui donnera consigne de suspendre la procédure de recouvrement forcé. Alors évidemment, si vous n'honoriez pas pour une raison ou pour une autre les échéances des plans, des consignes de reprise du recouvrement forcé seraient redonnées à l'huissier. Mais on n'en est pas là. Et là, l'idée, c'est bien de vous aider à surmonter cette période-là en intégrant le maximum de dettes au plan d'appurement. Ça, c'était la situation 2 qui me semble un peu marginale, en tout cas, je l'espère. Et la situation 3 qui, à mon sens, va pouvoir éclairer Jean-Pascal, c'est une situation où vous avez reçu un courrier, un mail donc de l'URSSAF vous indiquant que vous avez un échéancier accordé, mais vous n'êtes pas en mesure de respecter l'échéancier. Je crois que Jean-Pascal disait compliqué pour moi de respecter à la fois les mensualités du plan, mais les cotisations courantes également. Alors, on a plusieurs solutions à vous proposer dans une situation comme celle-ci. Alors, c'est vrai que quand on renégocie avec vous, on prend en compte tous ces paramètres-là. Quand un collègue de mon service renégocie un délai de paiement dans une situation un peu dégradée, il prend en compte de toute façon toutes les cotisations échues ou à échoir pour essayer de construire avec vous un plan qui soit soutenable financièrement. Alors, si on n'y arrivait pas, on a quand même la possibilité de jouer sur les délais.
et d'allonger le plan qui vous a été proposé jusqu'à 36 mois. Imaginez, Jean-Pascal, que vous ayez une proposition sur 12 mois. On peut peut-être voir avec vous comment on pourrait allonger la durée du délai pour réduire les mensualités afférentes au plan. On peut aussi, et ça peut vous aider à passer un cap parfois juste momentané, difficile, décaler la première échéance du plan qui a été proposée dans le courrier. On peut la décaler jusqu'à 3 mois, donc ça vous donne un peu d'air. On peut aussi moduler les montants des échéances, avoir des échéances progressives, plus faibles à un moment, puis un peu plus importantes à un autre moment, de manière à ce que, encore une fois, vous puissiez passer le cap difficile de la trésorerie que vous avez à ce moment-là. Alors, si malgré tout et malgré ces différentes possibilités-là, on n'y arrivait pas, alors on sait que parfois les difficultés viennent aussi du fait que quand on a des dettes à l'URSSAF, on peut aussi avoir des dettes avec d'autres partenaires comme la DDFiP. Eh bien, on a aussi la possibilité de vous orienter vers une commission spéciale qui s'appelle la commission des chefs de services financiers, qui est une commission qui réunit alors la DGFiP, l'URSSAF, la MSA, l'URSSAF représente aussi l'ARCO, la GIRC. Donc, on a un certain nombre de créanciers potentiels des entreprises qui se concertent autour d'un dossier qui est fourni par l'entreprise en vue de contractualiser un seul plan pour apurer l'ensemble des dettes contractées auprès de ces organismes-là. Donc, c'est intéressant pour vous parce que vous n'avez plus qu'un seul interlocuteur, bien que vous ayez plusieurs créanciers. Et vous allez pouvoir contractualiser un plan global avec cet unique interlocuteur et plan qui peut avoir une durée plus longue. Est-ce que Jean-Pascal, vous êtes satisfait de la réponse complète de Delphine? Si vous pouvez nous l'indiquer dans le chat. Je pense que c'était bien complet, là, Delphine. Hein. Oui, alors j'entends Léa, je vois Léa qui dit comment ces plans d'appurement peuvent-ils se combiner avec des plans CCSF antérieurs? Est-il possible d'obtenir un plan d'appurement portant sur des cotisations échues postérieurement à un plan CCSF? Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, une fois qu'on a contractualisé avec la CCSF va gérer l'entièreté du dossier qu'elle a en main. La CCSF la commission des chefs de services financiers, c'est cette fameuse commission ad hoc dont je vous ai parlé qui réunit plusieurs, alors je ne trouve pas le terme là, mais plusieurs organismes publics, je vais le dire comme ça, la DDFiP, l'URSSAF, autour de la contractualisation d'un seul délai. Donc là, si vous avez déjà, Léa, un plan d'appurement qui a été contractualisé auprès de la CCSF, il est difficile de le dénoncer pour mettre en place un nouveau plan d'appurement intégrant ces nouvelles dettes. Mais je dois avouer quand même qu'il nous est arrivé pendant la période qui vient de s'écouler de renégocier aussi au sein de la CCSF des délais qui avaient été contractualisés pour intégrer de nouvelles dettes. Parce que, si vous voulez, hors période de crise, un plan CCSF, pour qu'il ne soit pas dénoncé, c'est-à-dire un accord donné par la commission des chefs de services financiers pour qu'il ne soit pas dénoncé, il faut être en capacité d'honorer ses cotisations courantes. Si vous n'êtes plus en capacité de faire face à vos cotisations courantes, ça casse d'autorité le plan avec la CCSF. Mais pour autant, on a un petit peu assoupli les règles pour essayer de faire en sorte, pendant la période de crise Covid, d'intégrer les dettes liées purement à la crise sanitaire. Mais ça, c'est laissé, si vous voulez, à l'appréciation de chaque commission. Et ça fait quand même l'objet d'un traitement vraiment sur mesure. Alors, est-ce que je pense avoir répondu? Alors, il y a une autre question de Johanna. Est-ce que vous souhaitez répondre maintenant? Peut-on suspendre les échéances dans le temps, dans le cas où la première échéance aurait débuté? Non, c'est délicat, ça. On peut difficilement. En revanche, ce qu'on arrive à faire, et bon, c'est vrai que là encore, c'est très dérogatoire et très appliqué à la période qu'on connaît, c'est que si vous voyez que vous n'êtes pas en capacité d'honorer la prochaine échéance de plan, vous revenez vers nous et on voit si on peut renégocier le plan. Mais avoir en gros un mois avec, un mois sans, ça me semble compliqué. Il faut quand même une certaine forme de continuité dans les versements. Donc, il vaut mieux, tant pis, renégocier un petit peu le... Possibilité de décaler, non, en fin de... Il y a quelques échéances qu'on peut décaler en fin de plan. Je crois qu'il y a cette possibilité qui est utilisable quand même. Oui, mais oui, vous avez raison. Oui, c'est possible. Bon, en tout cas, Delphine, Jean-Pascal et Léa vous remercie pour votre
pour vos réponses. Ben, je suis ravie d'avoir à peu près répondu. Je voudrais juste insister sur une dernière solution. Quand on est vraiment dans une impasse financière et quand on est travailleur indépendant à l'URSSAF, Henri l'a dit tout à l'heure, il existe un mécanisme d'action sanitaire et sociale. C'est un dispositif qui existe et qui a été repris par l'URSSAF alors que c'était pas son métier à l'URSSAF de verser de l'argent aux cotisants, c'était plutôt de prélever les cotisations. Eh bien, depuis qu'on a repris les missions de l'ancien RSI, on a hérité de la gestion d'un budget d'action sanitaire et sociale qui est un budget qui est géré par une commission interne à l'URSSAF et qui va permettre de financer ou d'aider des travailleurs indépendants qui sont dans une impasse financière importante, qui font face à une situation très exceptionnelle à travers un mécanisme d'aide exceptionnel. Bien sûr, à discrétion de la commission d'action sociale et dans le cadre du règlement propre à cette commission d'action sociale. Donc, vous pouvez aussi solliciter l'aide de l'action sanitaire et sociale. Ça nous fait une transition finalement pour Marie, qui va intervenir sur le dispositif HELP, me semble-t-il, si vous n'avez pas d'autres questions. Non, plus de questions pour le moment, mais on reviendra de toute façon également aux questions qui ont été posées avant le début du webinaire, peut-être à la fin de celui-ci. Marie-Céline, je vous donne la parole. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous présenter une nouvelle offre d'accompagnement personnalisé qui a été déployée dans le réseau des URSSAF depuis le second semestre 2021, en partenariat avec les caisses d'allocation familiale, les caisses primaires d'assurance maladie et puis les caisses retraite, CARSAT, comme a dit tout à l'heure Henri, après une expérimentation qui a été menée en Champagne-Ardenne. Alors cette offre s'appelle HELP. C'est une offre qui s'adresse aux professions indépendantes, donc artisans, commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs, qui rencontrent des difficultés. Ces difficultés peuvent être liées au paiement de cotisations, mais elles peuvent également être d'ordre médical ou d'ordre familial. Et c'est justement tout l'intérêt de ce dispositif, puisqu'il y aura une prise en charge coordonnée de la demande. Et donc, on va accompagner avec réactivité le chef d'entreprise, traiter sa situation individuelle et, le cas échéant, verser des aides ou des prestations. Alors, comment faire pour en bénéficier ? Vous pouvez aller, William, sur la slide suivante. Qui présente en fait un lien. Vous allez aller sur le site internet de votre URSSAF régional avec une rubrique qui s'appelle accompagnement HELP. Donc normalement dans une diapo suivante, on vous a mis un exemple de ce que vous pouvez consulter sur la page de votre URSSAF. Pour chaque département, on a un formulaire qui a été créé, puisqu'il vous faudra aller sélectionner le formulaire du département de votre caisse primaire ou de votre CAF. Et vous allez ensuite avoir un rebond, un lien vers le site internet Démarche simplifiée avec un document un questionnaire sous forme de 10 questions, toutes simples, qui va permettre d'identifier les fragilités, les difficultés qu'un indépendant peut rencontrer. Ça peut être donc lié aux cotisations, mais aussi, comme je le disais, d'ordre médical ou d'ordre familial. Donc ça, c'est la première étape. Aller sur le site internet, choisir son département et compléter le formulaire avec les 10 questions. Ce formulaire, vous le voyez à l'écran, donc va ensuite être réceptionné et instruit par un agent de l'URSSAF qui va d'abord analyser la recevabilité de la demande, puisque ce dispositif est proposé aux indépendants. Donc, on a été amené à recevoir, par exemple, des demandes d'artistes-auteurs, par exemple, mais donc ça ne s'adresse pas pour le moment à ce type de public, uniquement aux professions indépendantes. Lorsque l'agent URSSAF a instruit ce questionnaire et a constaté qu'il y avait des difficultés en lien avec la CEPAM ou en lien avec la CAF, il va transmettre cette demande à ses partenaires CAF et CEPAM, sans que l'indépendant n'ait quelque chose à faire. Donc, c'est bien une instruction coordonnée. Et donc, tout l'intérêt, c'est qu'en complétant une seule demande, on va prendre en charge par 3-4 organismes, le cas échéant, cette demande de l'indépendant. Et il sera possible, sur le site des Démarches simplifiées, de suivre l'avancement du dossier. Donc, concrètement, la CEPAM, à la réception de cette demande par l'intermédiaire de l'URSSAF, va regarder si elle peut accompagner l'indépendant, par exemple, aux soins, accompagner au maintien de l'emploi, et elle pourra, le cas échéant,
solliciter le service social de la CARSAT. C'est la raison pour laquelle la CARSAT est un partenaire de cette offre de service pour accompagner le cas échéant l'indépendant dans un mécanisme de reconversion professionnelle. S'il s'agit d'une difficulté plutôt familiale, la CAF va pouvoir examiner des droits aux prestations familiales, d'aide au logement, minima sociaux, primes d'activité, mais également d'actions sociales. Et quant à nous, au niveau de l'URSSAF, lorsque nous recevrons une demande liée, donc une demande HELP, nous allons pouvoir actionner 3 dispositifs. D'abord, vérifier proposer des délais de paiement. Donc, vous avez longuement eu cette présentation par Delphine. Donc, c'est le même principe, vérifier que des délais de paiement ont déjà été actionnés, voir si l'on peut adapter les échéanciers à la trésorerie de l'entreprise. Deuxième mécanisme, c'est la modulation des cotisations. Donc, c'est un mécanisme qu'il est important de connaître puisque cela permet d'adapter ces cotisations provisionnelles aux revenus réels et donc d'éviter de trop avancer de cotisations provisionnelles en ajustant tout simplement les échéanciers. Et dernier mécanisme, c'est l'action sociale. Alors, je vais en terminer effectivement par ce zoom sur l'action sociale, puisque comme l'a indiqué Delphine, c'est une nouvelle mission des URSSAF. En effet, depuis janvier 2020, nous avons cette mission pour les professions indépendantes de verser des aides d'action sociale grâce à un budget qui est octroyé par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants qui s'appelle le CPSTI, et l'ensemble des URSSAF dispose de ce budget et nous avons la possibilité et c'est la commission d'action sociale qui est animée par l'URSSAF et qui est composée d'administrateurs, de conseillers qui sont des pairs, des commerçants, des artisans, des retraités, des actifs. Donc cette commission a la capacité d'octroyer des aides et pour ce qui concerne l'URSSAF, nous en gérons 4. D'abord l'aide au paiement des cotisations, donc une prise en charge des cotisations en totalité ou partiellement. Deuxième mécanisme, c'est une aide financière exceptionnelle lorsque un indépendant subit un sinistre ou bien subit un événement extérieur qui impacte lourdement son activité, il peut solliciter une aide financière exceptionnelle. Troisième mécanisme, lorsque un indépendant subit un sinistre dans son local professionnel en lien avec des intempéries, l'inondation, tempête, il est possible également de demander un secours d'urgence. Et enfin, quatrième type d'aide, là c'est au moment de la préparation du départ à la retraite, 6 mois avant à peu près, il est possible de demander une aide au départ à la retraite. Voilà, donc ces quatre aides sont gérées par l'URSSAF. Et donc ce dispositif HELP que je viens de vous présenter s'inscrit totalement dans toutes les mesures d'accompagnement à la sortie de crise que nous mettons en place avec de nombreux partenaires. Et effectivement, grâce à ce dispositif-là, nous avons la possibilité, avec une seule demande, de traiter globalement les difficultés d'un indépendant, cotisation, comme je disais, sociale et familiale. Donc ça, c'est médical et social. Donc ça, c'est important, de connaître ce dispositif qui a été déployé donc dans les URSSAF depuis quelques mois. Et c'est une bonne chose, parce que s'il fallait aller voir tous les organismes les uns après les autres, surtout déjà quand on est dans une situation psychologique peut-être, en tous les cas, on n'est pas bien dans sa tête déjà. On se dit qu'on va bientôt mettre la clé sous la porte. Si en plus on doit travailler, aller voir chaque organisme, etc. Donc merci, rien que pour ça, merci à tous d'avoir créé cette HELP. Ce qu'on peut dire peut-être, William, c'est que c'est un mécanisme qui a été inventé sur le terrain. Donc Marie le disait, en Champagne-Ardenne, et donc sur une initiative locale et qui a été diffusée finalement nationalement en suivant. Et bon, là, je pense que ça correspond a priori bien aux besoins. Et d'ailleurs, nous, on a déjà eu plus de 90 demandes là, depuis le début de l'année 2022 de travailleurs indépendants qui ont besoin d'être aidés par le biais de ce mécanisme HELP. Donc, c'est un mécanisme qui manifestement correspond. Alors, c'est une situation un peu exceptionnelle. C'est pas, si on a juste un petit problème de trésorerie, ça ne nécessite pas de passer par HELP. Donc, c'est vraiment, comme vous dites, des gens qui sont en difficulté assez forte, qui ont besoin de ce système-là. Mais en tout cas, voilà, ça d'ores et déjà, nous, en Aquitaine, on a eu près d'une centaine de dossiers ouverts et sur lesquels on a pu prendre déjà des décisions. Très bien. Je n'ai plus de questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou on passe aux questions qui ont déjà été posées avant?
Alors, tous les slides, vous les aurez, messieurs, dames. Alors, un cotisant d'homme peut-il répondre au questionnaire dispositif HELP, s'il vous plaît? Un cotisant d'homme, c'est-à-dire un cotisant qui travaille en Outre-mer, c'est bien ça, je comprends la question. Je pense, oui. Voilà. Donc, effectivement, le dispositif est également ouvert voilà, puisqu'en Outre-mer, donc ce sont les caisses générales de sécurité sociale qui sont effectivement déjà organisées avec plusieurs prestations, cotisations et prestations, et le dispositif était aussi déployé dans les DOM. Voilà. Très bien. Donc, il faut aller sur le site internet de la CGSS, soit Antibes, soit Guyane, soit La Réunion, voilà. En termes de site internet, justement, donc je citais le site ursaf.fr. Tout à l'heure, William, vous avez mis le site internet qui est actualisé régulièrement sur les mesures Covid. Effectivement, on évoquait tout à l'heure d'autres mesures d'exonération qui ont été annoncées par les pouvoirs publics, notamment pour les derniers mois, décembre et janvier. Donc, toute l'actualité sur le bénéfice, à nouveau, soit de réduction de cotisation, soit d'exonération de cotisation ou d'aide au paiement, sont bien déposées sur ce site-là. Donc, il faut et sur le site ursaf.fr, bien évidemment. Et le troisième site également à regarder lorsqu'on est un indépendant, justement pour l'action sociale, c'est le site internet sécu-indépendant.fr, dans lequel vous pourrez trouver tous les formulaires sur les aides que j'ai présenté tout à l'heure d'action sociale. Donc sur ce site-là, vous pourrez effectivement demander de l'aide de l'action sociale à l'URSSAF. Ça serait bien qu'on puisse mettre, Delphine, ces liens vers ces sites internet sur les slides. Ok. Puis comme ça, quand je vous enverrai le petit mail ce soir pour vous dire que le replay est disponible, en même temps que le replay, vous aurez accès au téléchargement de toutes les slides et donc accès à tous les sites internet dont vient vous parler Marie-Céline. Alors oui, donc il y a eu quelques questions qui ont été posées avant le début du webinaire. Je vous en partage une. Bonjour, je suis auto-entrepreneur et je paye mes fournisseurs en TTC. Normalement, je dois avoir un article pour payer en hors taxe. Je suis posable à 22% main-d'œuvre et 12,8% marchandises. Merci cordialement. Alors, moi, je vois pas de question. Est-ce que vous la comprenez? Alors, je sais pas si, alors c'est Saïd. Je sais pas si Saïd est là aujourd'hui parmi nous. Je vais regarder rapidement. Non, je ne vois pas de Saïd. Bon, je vous passe peut-être la question suivante. Voilà, c'est pas devant une question qui est directement sur la tranche sociale, enfin sur la cotisation sociale. Tac. Alors, une autre question. Oula, celle-ci, elle est longue. Qui fait du bruit? C'est pas moi. Alors, dans une situation actuelle extrêmement tendue, dépôt de bilan avec liquidation judiciaire simplifiée, dossier de surendettement Banque de France en cours, en grande partie lié au contexte de crise pandémique, est-ce que l'URSSAF peut envisager d'effacer une partie de la dette correspondant aux cotisations restant à devoir sur 2020 et 2021 ? Alors, je veux bien prendre la suite pour répondre à Armel. Effacer une dette, c'est toujours compliqué, mais il existe quand même, dans une situation bien particulière, une possibilité de demander une remise partielle de dette. Si vous avez constaté une baisse de chiffre d'affaires pendant la période du premier confinement, alors, il faut quand même remplir un certain nombre de critères. Alors, il faut déjà que la baisse de chiffre d'affaires soit importante, de plus de 50%. Il faut avoir contractualisé un plan avec l'URSSAF, ne pas avoir bénéficié d'autres types d'exonération pendant la période de crise, démontrer aussi que vous avez fait des démarches auprès d'autres créanciers privés pour obtenir des facilités de paiement et être à jour vis-à-vis de l'URSSAF. Donc, si vous avez rempli toutes ces conditions-là,
vous pourrez peut-être prétendre donc à cette remise partielle de dette qui ne sera jamais intégrale, hein, mais qui pourra aller, suivant les cas, alors pour les employeurs de personnel, de 20 à 50% des cotisations restant dues sur la période du premier confinement, ou qui correspondrait pour un travailleur indépendant à un forfait pouvant aller de 300 à 900 euros au titre des cotisations restant dues pour l'année 2020. Alors, pour pouvoir en bénéficier, pour ça, il va falloir remplir un formulaire en ligne. Tout se passe en ligne. C'est une démarche à 100% dématérialisée, donc d'où l'intérêt quand même d'avoir son espace cotisant en ligne. Et vous allez remplir un formulaire dans lequel vous allez pouvoir renseigner les différents éléments qui vont nous permettre d'apprécier cette situation. Déjà, le chiffre d'affaires 2019 comparé au chiffre d'affaires 2020 pour qu'on puisse estimer la baisse de chiffre d'affaires. Et grâce à ces informations-là, vous allez pouvoir avoir une simulation de remise partielle de dette et vous choisirez l'option qui sera la plus avantageuse pour vous. Il faudra quand même aussi dans ce formulaire que vous expliquiez bien quelles sont les démarches que vous avez entreprises auprès d'autres créanciers pour obtenir des facilités de paiement et vous devrez attester sur l'honneur de tous les éléments transmis. Alors si jamais donc votre demande de remise est acceptée, comment ça va se passer? Eh bien ça aura pour effet de diminuer le montant restant dû et potentiellement du coup réduire la durée du plan d'appurement qui vous a été proposé. Et le bénéfice de cette remise partielle de dette ne sera définitivement acquis qu'au terme du plan si on a constaté un paiement intégral des autres cotisations qui restaient dues. Voilà, j'espère avoir été... Il manque juste une information, Delphine, oui. Que Armel a écrit, mais Armel, j'allais poser la question à Delphine quand même, c'est où est-ce qu'on trouve ce formulaire? En ligne. Oui, mais alors comment il s'appelle? Messagerie sécurisée. Dans la messagerie sécurisée, vous faites nouveau message, un paiement, demande de remise. Ah donc faut. Et si vous voulez, on pourra vous le mettre. On peut le mettre à la fin. On peut vous mettre les liens à la fin des slides. Oui. Okay. Ça sera plus simple. Voilà. Armel vous remercie et moi aussi. Avec plaisir. Une autre question que j'avais, qui était posée par Christophe. Alors, ma question, le travailleur indépendant, artisan et commerçant en arrêt de travail lié à une affection de longue durée depuis septembre 2020 peut-il bénéficier d'indemnités journalières s'il n'est pas à jour du règlement de ses cotisations sociales? Alors, sur l'aspect lien cotisation indemnité journalière, donc effectivement il faut avoir soit un paiement des cotisations effectuées, soit avoir un échéancier en cours pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières. Alors si, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a une période dans laquelle nous n'avons pas prélevé de cotisations, donc bien évidemment les travailleurs indépendants ne pouvaient pas être à jour de leurs cotisations. Dans ce cas de figure, il faut au moins qu'un échéancier de paiement soit en cours auprès de l'URSSAF pour que nous puissions, avec la CEPAM, organiser ensuite un arrêt de compte et estimer que l'indépendant est à jour pour bénéficier de ces indemnités journalières. Mais c'est parce que la suspension des prélèvements était de notre fait. Donc, il y a toujours bien un lien entre la cotisation et les indemnités journalières. Donc, effectivement, en fonction du montant des cotisations payées, les indemnités journalières seront dues avec aussi au prorata de ce qui aura été versé. La CEPAM fait ce que l'on appelle un arrêt de compte à un moment, donc calcule un arrêt de compte à partir de cotisations qui ont été payées. Mais pour gérer la situation très particulière que nous venons de vivre, nous avons des mécanismes de coordination avec les CEPAM pour tenir compte quand même de l'absence de prélèvement et ne pas pénaliser le versement aux IJ. Mais pour cela, il faut quand même qu'il y ait un début d'échéancier de paiement et donc un engagement de paiement de la part de l'indépendant auprès de l'URSSAF. Et dans ce cas de figure, on considère que le délai, si vous voulez, on fait agir le délai au moment avant le début de l'arrêt maladie et donc cela permet de déclencher le versement des IJ. Donc, mais c'est donc sur la période très particulière que nous venons de vivre. Hein, voilà. Alors, justement, Christophe, j'allais vous demander si la réponse vous convenait et Christophe vous répond. Merci pour votre réponse, Marie-Céline.
Voilà. Alors, une autre question de Christophe, je crois. Alors, c'est un autre Christophe. Voilà, Christophe, dans le Christophe. voilà, a compensé sa baisse de chiffre d'affaires par un CDD. Alors, donc là, je comprends que c'est à la fois un emploi salarié avec donc en plus de son activité d'indépendant. Donc bien évidemment, ce qu'il faut déclarer à l'URSSAF, c'est uniquement le chiffre d'affaires réalisé au titre de son activité d'auto-entrepreneur. Et donc si finalement le chiffre d'affaires était nul ou quasi nul parce que l'activité n'était pas réelle, les cotisations seront au final faibles. Donc voilà, donc il n'y a pas de, si vous voulez, de compensation. On ne parle pas de compensation entre un salaire versé d'un côté et les cotisations d'un auto-entrepreneur de l'autre. Voilà. Donc, c'est bien à l'auto-entrepreneur de déclarer, enfin, c'est bien à vous, pardon, Christophe, de déclarer le chiffre d'affaires réel que vous avez réalisé pendant cette période où vous avez dû prendre notre emploi en même temps. Et si ce chiffre d'affaires et les cotisations seront calculées en proportion, voilà, ou non, seront quasi nulles si vous n'avez pas dégagé de chiffre d'affaires. Par contre, ce qui est important, c'est de bien déclarer. Il faut toujours déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, même si on déclare à zéro, il faut toujours déclarer malgré tout, faire une déclaration, soit mensuelle, soit trimestrielle, selon votre périodicité. Est-ce que Christophe, la réponse vous convient? Un petit message dans le chat et ça sera parfait. Voilà. Moi, j'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions. Est-ce que vous voulez approfondir un sujet? Oui, Henri? Une précision par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les délais de paiement, les envois. On est donc en train de boucler, comme le disait Delphine, et sur les entreprises, nos derniers envois, on les prévoit en février-mars, et sur les travailleurs indépendants, c'est avril. Donc voilà, si vraiment vous n'avez rien reçu, pour ceux qui seraient présents à ce webinaire, rien reçu au mois d'avril, là peut-être qu'il faut revenir vers l'URSSAF parce que ça veut dire qu'il y a une situation qu'on n'a pas repérée, une difficulté sur le compte qui ne nous a pas permis de voir qu'il y avait en effet un report de paiement. Voilà. Normalement, on devrait, comme disait tout à l'heure Delphine, on passe en revue l'ensemble de nos comptes. Ce qu'il faut voir aussi, je pense que c'est important de le rappeler, c'est qu'on est dans une logique assez différente de ce qu'on a vécu avant. C'est-à-dire qu'auparavant, avant la crise, l'URSSAF accordait des délais de paiement sur demande. En Aquitaine, le délai moyen, c'était 4 mois à l'époque, avant. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, on est sur des délais qui peuvent aller jusqu'à 24, voire 36, et il y a même un décret qui a ouvert encore un peu plus pour les cas les plus compliqués. Donc, on est sur des délais qui sont assez différents, et on est dans cette logique, nous, de reprise de recouvrement progressif et adapté aux catégories et aux secteurs, puisque souvent, on va regarder quels sont les secteurs en difficulté. Et les secteurs en difficulté, ils ont été listés depuis le début, et on sait que c'est toujours les mêmes en ce moment, c'est l'hôtellerie, la restauration, et on l'a encore vécu récemment, les discothèques, on en a parlé, on n'a pas parlé, mais ça, voilà, ils rouvrent bientôt, mais évidemment, ils ont été fermés, donc avec des exonérations particulières, mais on sait que c'est des secteurs en difficulté. On a la partie du tourisme, on a également la partie de l'événementiel, la partie de tout ce qui était aussi en secteur de montagne. Alors, en Aquitaine, on connaît un petit peu avec les Pyrénées. Et donc, je crois que voilà, ce qui est important de retenir dans cette affaire, c'est que si vous sentez à un moment que l'URSSAF vous demande quelque chose auquel vous n'êtes pas en capacité de répondre en termes financiers, voilà, l'idéal, l'important, c'est de revenir vers nous, nous expliquer ce qui se passe et qu'on puisse trouver une solution et voilà, éventuellement arriver à trouver des délais plus longs ou d'autres modalités. On a dit que c'était possible. Des aides éventuelles dans les cas particuliers qu'on a évoqués en matière d'action sociale. Voilà, donc il y a une panoplie d'éléments qui n'existaient pas avant la crise et qui existent aujourd'hui du côté de l'URSSAF. Et donc il faut prendre contact avec nous si vous sentez que cette difficulté vous empêche d'aller vers un remboursement complet des sommes qui ont été soit reportées, soit non prélevées pendant la période de crise. Période de crise qui peut revenir aussi. Donc on l'a vu sur cette période très récente de décembre 2021 janvier 2022, les pouvoirs publics ont réouvert la possibilité d'exonération particulière pour les secteurs qui ont avant fermé. Bon, les textes sont en cours là, donc on n'a pas encore tous les éléments, mais il y aura aussi des éléments particuliers pour les secteurs en difficulté mis en place pour cette vague, dont on espère qu'elle est la dernière, mais dont on est évidemment pas sûr. Une petite précision, Henri, au début, là, vous aviez parlé du planning d'envoi qui se termine au mois d'avril. Est-ce que c'est propre à l'Aquitaine ou c'est toute la France? Non, c'est France. Oui. Tous les plans. Coordonnées sur toute la France, oui, tout à fait.
Bon, évidemment, on ne répondra pas à la question de Xavier. Hein. Merci pour le clin d'œil, chocolat, pain au chocolat, chocolatine. Mais... Oui, Xavier est régulièrement présent dans nos webinars et c'est un petit rigolo. Mais il ne m'arrive pas à la cheville, évidemment. Alors, une autre question plus sérieuse de Nicolas. Quand le déficit d'exploitation n'est pas calculable au prorata des années précédentes, début d'activité juillet 2019, l'activité en cours faisant état d'une lente progression de reprise sur 2 ans, mais toujours insuffisante pour cause de crise sanitaire, secteur événementiel. Alors, si c'est la comparaison entre les années pour bénéficier des exonérations, si on est sur une activité en milieu d'année, ça reste quand même au prorata par rapport à des comparaisons au mois, en fait. Donc, en théorie, donc ça bien, si c'est bien pour bénéficier des exonérations de cotisations, puisque le secteur événementiel peut en bénéficier, à la fois en tant qu'employeur, donc exonération de cotisation patronale, aide au paiement sur les 3 périodes d'urgence sanitaire, réduction de cotisation pour les indépendants. Il y a justement des explications sur le site ursaf.fr pour ces comparaisons de baisse de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre lorsqu'on n'était pas sur une année complète. Donc là, moi, je vous invite à effectivement aller consulter, notamment sur le site qu'on l'a mis à la fin du diaporama mesure.covid-19, parce que effectivement, il y a quand même un mécanisme de comparaison lorsque les années ne sont pas complètes. Si c'était bien la question. Parce que, par contre, les exonérations de ces périodes-là, elles sont plutôt bouclées. C'est peut-être sur la nouvelle période là qu'en effet, ces calculs de chiffre d'affaires sont... Enfin, les règles sont en cours de définition au niveau des pouvoirs publics. Il y a eu des annonces, comme souvent, des annonces faites par les pouvoirs publics en disant, voilà, il y aura bien de nouveaux mécanismes d'exonération et d'aide au paiement. On attend les textes définitifs pour savoir quels sont les calculs justement de comparaison de chiffre d'affaires et de baisse de chiffre d'affaires qui pourront justifier et permettre certaines exonérations, certaines aides au paiement avec des évolutions de pourcentage. On attend la confirmation là, dans les jours qui viennent. Ce que l'on sait, c'est que c'est bien au titre des mois de décembre 2021 et mois de janvier 2022, avec une comparaison effectivement 2021-2019. Donc, ça sera précisé sur les sites lorsque le décret sera sorti. Très bien. Bon, écoutez, il nous reste encore un tout petit peu de temps, donc le temps que s'il y a encore des questions, on a encore quelques minutes. Xavier est en train d'écrire dans le chat, mais de toute façon, ça va être une bêtise, donc c'est pas la peine. Donc j'en profite pour vous présenter les prochains événements. Je crois que Nicolas est en train de répondre. Oui. Vous répondre pour si vos réponses étaient le satisfait ou pas. Tant mieux alors. Alors, pas vendredi prochain, mais mardi prochain, vous avez les assises du rebond des entrepreneurs organisées par le Portail du Rebond. Le Portail du Rebond regroupe 6 associations, dont Second Souffle est membre fondateur. C'est le mardi 15 février. Ça sera en direct du ministère de l'économie. Alors, en visio, c'est de 10h à midi. Donc, je vous invite chaleureusement à vous inscrire à cet événement qui vous permettront de découvrir toutes les autres associations qui, comme nous, aident les entrepreneurs en difficulté, qui font partie du Portail du Rebond. Il y aura 2 députés pendant cet événement, Olivia Grégoire et Romain Gros. Voilà, donc ça c'est mardi, la semaine prochaine. Et puis vendredi prochain webinaire. Allez, on change complètement de sujet là. On va essayer de vous accompagner pour comment optimiser votre site internet pour qu'il soit plus performant. Alors on avait déjà fait ce webinaire avec Google il y a un peu plus d'1 an. Et d'habitude nos webinaires ne durent qu'1 heure. Mais l'année dernière, ça avait pris telle ampleur, il y a eu tellement de questions qu'on a dû couper avant. Donc là, on va se laisser le temps. On va faire un webinaire d'1h30. Donc c'est vendredi prochain, 18 février. Voilà. Pas de nouvelles questions. Il y a de nouveaux messages dans le chat, je crois. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Donc, Nicolas, ok, merci pour votre réponse qui reste approximative dans mon cas. Oui, chaque cas est particulier, donc vaut mieux vous contacter l'URSSAF en tout cas. Et Xavier, non, merci pour ces interventions très claires et qui montrent que l'URSSAF est devenu un vrai partenaire des entrepreneurs. Et bien, écoute, mon cher Xavier, j'ai le même sentiment que toi en tout cas. Ça va être notre conclusion alors. C'est ça, c'est ce mot de la fin. Merci Xavier. Il vaut mieux que ce soit en effet quelqu'un du webinaire qui le dise que nous. C'est plus crédible, je veux dire.
Bien, bah écoutez, merci en tout cas à Second Souffle de nous avoir accueillis et d'avoir préparé ce webinaire et l'avoir géré techniquement parfaitement. Merci. Oui, et puis comme vous êtes des gens formidables, j'aurai le plaisir de vous accueillir une deuxième fois et même peut-être une troisième fois, sait-on jamais. Tout à fait, on a quelques projets en effet ensemble. Voilà. Donc comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé directement sur le site Second Souffle où vous trouverez les visuels que je vous ai présentés des prochains événements, hein, donc les assises du rebond mardi prochain et le webinaire avec Google sur l'optimisation de votre site internet vendredi prochain. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Comme tout avec Second Souffle, tout est gratuit. C'est pour ça que pensez également, si vous êtes un généreux donateur, à penser à nous. Voilà. Et puis, d'ici quelques heures, vous recevrez un mail avec le replay et puis le lien pour pouvoir télécharger. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, le lien qui va être dans le mail, ça va être pour aller sur la page de Second Souffle pour voir le replay. Et juste à côté, vous avez une petite case pour pouvoir télécharger les slides que nous prépare Delphine avec tous les liens. Hein. Parfait. Bah écoutez, merci Marie-Céline, merci Delphine, merci Henri. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous et je vous dis, moi, en tout cas, à vendredi prochain. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Au revoir.